Il y a quelques semaines maintenant, j'avais publié une vidéo récapitulant mon avis sur Jurassic World Rebirth à la suite de la sortie du premier trailer officiel. La vidéo à laquelle je fais bien évidemment référence a été un véritable succès pour ma très modeste chaîne et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. De plus, la vidéo a suscité énormément de réactions dans l'espace commentaire, chacun expliquant parfois en détail son avis sur le projet. Et une chose est sûre, à la lumière de vos centaines de commentaires, Jurassic World Rebirth divise énormément. Mais un point en particulier est revenu très régulièrement, le fameux D-Rex. Alors cette vidéo, qui au passage n'était pas du tout prévue dans le planning, va néanmoins me permettre de faire deux petites choses. Premièrement, on va redéfinir plus clairement la nature même de ce monstre. En effet, dans la vidéo, j'avais qualifié le monstre d'hybride dans la même philosophie que l'Indominus Rex ou l'Indoraptor des deux premiers volets de la saga Jurassic World. Cependant, vous m'avez répondu à de très nombreuses reprises que le D-Rex n'est pas un hybride, mais un mutant, fruit d'une défaillance génétique. Et dans un sens, nous avons eu tous raison et tort à la fois, et on verra ça ensemble. Deuxièmement, je pense qu'il est tout de même intéressant de définir les implications qu'importe un tel monstre dans l'univers Jurassic Park, qu'elles soient bonnes ou même mauvaises. En bref, on va se poser la question suivante, quel est le problème avec le D-Rex ? La dernière fois, j'avais assimilé le D-Rex comme un nouvel hybride dans la même veine que l'Indominus Rex et compagnie. Pourtant, vous avez été nombreux à me faire remarquer en commentaire l'erreur que j'avais soi-disant commise, le D-Rex n'est pas un hybride, mais un mutant. Mais alors, quelle est son histoire à ce petit D-Rex ? Il est quand même bon de rappeler avant de commencer que beaucoup de mystères demeurent encore autour de cette créature et les réponses à nos questions seront définitivement livrées le 5 juillet quand le film sortira. Cependant, plusieurs informations et indices permettent d'établir les origines de cette créature. L'île au cœur du film a, paraît-elle, abrité l'un des premiers laboratoires d'InGen dont l'objectif était vraisemblablement la réalisation de tests nécessaires pour recréer des dinosaures viables et exposables pour le parc d'Isla Nublar. Ce qui rappelle fortement le site B, aussi appelé Isla Sorna, qui avait également la tâche de cloner les dinosaures et de les élever avant de les envoyer sur le site principal. Va-t-on assister au retour de l'île Sorna ? Peu probable. L'île semble nouvelle et surtout cachée car elle aurait été au centre d'expériences effroyables aboutissant à la création de dinosaures défectueux que beaucoup considèrent comme des mutants. Le plus dangereux de ces mutants porte le nom de D-Rex. Il serait le tout premier tyrannosaure créé par la compagnie de John Hammond. L'ennui, c'est que le monstre a muté suite à une dégénérescence génétique, le déformant à tout jamais. En bref, c'est une expérience ratée. D'ailleurs, ce D-Rex ne serait pas la seule créature difforme de l'île. Certains d'entre vous ont avancé l'idée qu'on pourrait peut-être voir d'autres mutants comme un raptor siamois, un peu comme celui que l'on voit brièvement dans un bocal. Mais alors, est-ce finalement un hybride ou bien un mutant ? C'est en fait un peu des deux. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question, on peut passer à la suite. Non. Blague à part, pour comprendre la vraie nature du D-Rex, ainsi que le débat houleux concernant son caractère génétique, il faut se pencher sur la vraie nature des premières créatures de l'univers jurassique, les dinosaures. Contrairement à la quasi-totalité des films de dinosaures qui nous présentent ces derniers comme des rescapés de la grande extinction du Crétacé ayant trouvé refuge soit sur une île cachée, soit sur un haut plateau d'Amazonie ou dans un monde souterrain niché sous nos pieds, Jurassic Park, roman comme film, a apporté une idée nouvelle dans la manière d'amener, ou devrais-je même dire ramener à la vie, des animaux préhistoriques. Ici, il n'est pas question de monde perdu. Les dinosaures ont été ressuscités grâce à la science et au progrès technologique. Pourtant, et ça nous est bien expliqué, les dinosaures du parc n'en sont pas vraiment. En effet, pour pouvoir recréer des dinosaures, la compagnie InGen de John Hammond a utilisé de l'ADN de dinosaures fossilisés grâce à la découverte de moustiques du Mésozoïque contenant du sang de dinosaures dans leur abdomen. Ces moustiques, après avoir sucé le sang des sauriens, ont été emprisonnés dans la résine coulante d'un arbre qui avec le temps s'est fossilisé, devenant ce qu'on appelle de l'ambre. Grâce au progrès de la science et surtout du séquençage génétique, InGen a prélevé le sang issu de ces moustiques et a su le décrypter et le copier. Le problème, c'est qu'avec les aléas du temps, l'ADN des dinos a été très altéré, très abîmé, devenant incomplet. Il était donc impossible de faire revenir à la vie des dinosaures viables. C'est alors que l'idée de combler les brèches avec divers brins d'ADN d'autres animaux a été retenue, validée et exploitée, permettant ainsi la recréation approximative des dinosaures. En vérité, on va se le dire une bonne fois pour toutes, les dinosaures de Jurassic Park sont des hybrides et non de vrais dinosaures. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien je vous propose qu'on se penche ensemble sur la définition d'hybridation. Un hybride, c'est un organisme issu de croisement entre deux individus différents, issus de races ou genres totalement différents, dans le but de produire un être plus adapté. L'hybridation peut être un processus naturel via la reproduction sexuée, comme c'est le cas chez les lépidoptères que l'on appelle plus simplement les papillons. Mais l'hybridation est surtout devenue célèbre à cause de nous, à cause des hommes. En effet, depuis la domestication des animaux sauvages, l'homme n'a cessé de faire croiser des animaux pour en créer de nouveaux, afin que ceux-ci servent docilement l'homme pour l'agriculture ou la chasse entre autres. C'est le cas par exemple de la mule, croisement entre un âne et une jument dont les origines remonteraient à l'Antiquité. Grâce à ce croisement, la mule possède d'un côté la force du cheval et de l'autre la robustesse de l'âne.
Réputé résistant et endurant, la mule a été souvent utilisée dans le transport de marchandises, surtout en montagne. Cependant, les cas d'hybridation par l'homme sont beaucoup plus marqués chez les plantes grâce à une pollinisation contrôlée permettant de créer des espèces plus solides face aux différents climats de notre planète ou plus résistantes face aux maladies et aux espèces invasives. Je pense que le cas le plus célèbre reste le maïs qui par de nombreux croisements successifs est devenu plus robuste tout en augmentant son rendement. Si on retourne dans la saga Jurassic Park, le meilleur exemple de dino hybride reste le Dilophosaure qu'on reverra d'ailleurs dans Jurassic World Rebirth. Dans le lore de la saga cinématographique, le Dilophosaure est un petit dinosaure d'1 mètre de haut tout au plus, 2-3 mètres de long et un poids de 60-70 kg. Il possède d'ailleurs des atouts vraiment étonnants comme une collerette dépliable et des glandes sécrétant un poison visqueux. Dans la réalité, le Dilophosaure est bien différent. On parle là d'un prédateur de 2 mètres de haut, 6 mètres de long et 500 kg. De plus, il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de collerette et de venin chez le vrai Dilophosaure. Ces deux caractéristiques ont été implantées dans le génome du théropode à partir de l'ADN de Chlamydosaurus, un lézard à collerette d'Australie, et de l'ADN de Dendrobates, une grenouille venimeuse à bande jaune d'Amazonie. On a donc bel et bien affaire à un hybride au sens génétique du terme. En plus de leur caractère hybride, les dinosaures du parc sont également des mutants. Le mutant est quant à lui un organisme vivant présentant un caractère nouveau dû à une mutation de son génome. La mutation génétique résulte d'une modification rare, accidentelle ou même provoquée de la séquence de l'ADN au sein du génome. Les mutations naturelles sont aléatoires et sont dues à des facteurs mutagènes, des agents susceptibles de provoquer des mutations de l'ADN comme des rayonnements électromagnétiques ou des agents chimiques précis. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de provoquer volontairement des mutations dans le cadre d'expériences sur notre compréhension du génome. Comme exemple simple de mutation, il existe le leucisme qui octroie une pigmentation blanche que l'on retrouve sur le pelage de certains félins. Cette défaillance génétique serait due à une absence ou même due à une dégénérescence des cellules pigmentaires au moment de leur migration dans le poil. Cette mutation peut être considérée comme défavorable dans le cadre de la sélection naturelle comme pour les tigres blancs qui perdent ainsi leur camouflage nécessaire à la chasse. Notez aussi, pour finir, que le gène mutant peut se transmettre à la descendance. Je vous l'avoue que l'explication reste assez simple et évasive, mais j'espère que vous comprenez malgré tout le sens de ce terme. Bien sûr, je vous encourage vivement à poursuivre vos recherches sur ces notions que sont l'hybridation et la mutation, des notions assez complexes de la génétique, on va pas se mentir. Mais pour faire très simple, un hybride est un croisement, tandis que le mutant est une sorte d'évolution, de transformation, bref, une mutation. Et ces deux concepts font partie intégrante de la génétique, un des thèmes principaux, clés de voûte de la saga Jurassic Park. Si on décide de revenir un petit peu au premier Jurassic Park, il nous est clairement expliqué que tous les individus sont des femelles afin d'éviter toute reproduction et donc naissance incontrôlée. Cependant, au cours de l'aventure, Alan Grant et les enfants tombent sur des nids de dinosaures qui ont trouvé le moyen de contourner les barrières d'InGen. La vie a donc trouvé son chemin. Mais ce que ça indique surtout, c'est que les dinosaures ont réussi à muter. En réalité, cette mutation, due à leur gène de grenouille, est une mutation sexuelle des chromosomes WZ, permettant ainsi à un individu de changer de sexe. Pour la petite info, et aussi pour la faire très courte, les chromosomes WZ sont les chromosomes sexuels des oiseaux et donc on peut supposer théoriquement ceux des dinosaures. Mais ce n'est que théorie. Dans Jurassic Park 2, les tyrannosaures nommés Buck et Dor sont respectivement un mâle qui a changé de sexe via une mutation de ses chromosomes sexuels et une femelle qui ensemble ont donné naissance à un bébé T-Rex, le fameux Junior. En réalité, les animaux de la première trilogie, et même ceux de Jurassic World d'ailleurs, sont des dinosaures recréés fruits d'une hybridation et qui ont par la suite trouvé le moyen de muter. Et ce principe, cette règle d'or que je viens de vous exposer, est la base de Jurassic Park, la base de Jurassic World, et surtout elle sera au cœur de la création du T-Rex. Ainsi, les dinosaures de Jurassic Park sont des hybrides et même des mutants, cela ne fait aucun doute. Et au final, si le T-Rex est effectivement un tyrannosaure défiguré, alors il est un dinosaure hybride, mais qui a subi une mutation soudaine. Bien, étant donné qu'on a revu ensemble la vraie nature du T-Rex, il est temps maintenant d'évoquer les implications qu'apporte la présence d'un tel monstre dans la saga, pour finir par se questionner sur les raisons de la discorde autour de l'arrivée d'un mutant officiel. Alors, l'arrivée d'un mutant n'apporte pas de grandes nouveautés en soi sur le sujet de la génétique dans Jurassic Park. Cependant, il traduit la volonté du scénariste de recoller au thème cher à la première trilogie en nous proposant finalement un être dont l'existence au sein du lore de la franchise était une évidence absolue. Il est tout à fait logique d'envisager qu'avant de produire des embryons viables et conformes, les concepteurs ont dû passer par une longue série d'échecs en tout genre dont certains ont donné lieu à d'immondes créatures. Et comme je le disais plus tôt, il est fort à parier que d'autres mutants fassent leur apparition au cours de l'intrigue. Ainsi, les origines de ce monstre vont nous permettre d'explorer le passé sombre d'InGen et de la création du grand rêve démesuré de John Hammond. Il ne faudra donc pas voir le T-Rex comme une simple créature hideuse issue d'un film de dinosaures, mais plutôt comme l'avatar de l'ego démesuré de l'homme dans un film de science-fiction dont l'objet central est le pouvoir génétique utilisé abusivement par l'homme à des fins capitalistes. Finalement, ce T-Rex pourrait redonner à la saga cinématographique toute la substance des livres de Michael Crichton que les dernières productions ont laissé carrément sur le côté de la route.
Enfin, le mutant a également le potentiel pour faire basculer la saga Jurassic World vers plus de maturité en proposant un film axé sur plus d'horreur organique à la star d'un Alien. Ce qui, on va être franc, trancherait radicalement avec la vision très manichéenne, voire même candide des 3 précédents volets. De plus, cela pourrait permettre de proposer éventuellement un volet plus gore dans l'étroite lignée des romans de Crichton qui, soyons clairs, sont beaucoup plus traumatisants que les films qui ont eux été réalisés, rappelons-le, pour un public très large. Mais alors, si les implications semblent bonnes sur le papier, qu'est-ce qui pose problème avec ce nouveau monstre ? Il existe 2 principales remarques pour expliquer pourquoi la créature n'a pas convaincu. La première remarque tourne autour du design de la créature. Comme je l'avais déjà évoqué la dernière fois, le design du monstre est à mon avis totalement hors sujet. Pour rappel, selon les équipes du film, la créature est une fusion entre un tyrannosaure, ça c'est bon, mixé avec le rancor de Star Wars, et le xénomorphe d'Alien. Pire encore, quelques fins observateurs ont perçu des incointances entre le design du T-Rex et celui de certains kaiju comme le Muto du film Godzilla de Gareth Edwards et le monstre géant du film Cloverfield de Matt Reeves. Et cet élément pose un gros problème. En observant la créature, elle a effectivement toute sa place dans un affrontement avec Godzilla ou dans un film de créatures extraterrestres difformes que dans un film de dinosaures. Cela est d'autant plus dommage qu'il est possible de trouver des images de dinosaures mutants ayant conservé un tant soit peu une apparence de saurien. La fusion entre des créatures si différentes de la science-fiction ne peut aboutir qu'à une création qui se trouve être complètement à côté de la plaque, et la justification de la mutation brutale n'est selon moi pas suffisante pour attraper cet échec. La seconde principale remarque autour du T-Rex et par extension du film Jurassic World Rebirth est qu'il arrive beaucoup trop tard. A mon avis, il aurait dû sortir il y a plus de 10 ans maintenant avant l'arrivée de Jurassic World et des hybrides. Le problème du T-Rex, c'est qu'il arrive après une longue série de monstres génétiquement modifiés qui ne présentent plus rien de dinosaures. Des créatures conçues uniquement pour le divertissement car les producteurs ont dû juger que les dinosaures ne sont plus assez convaincants ni satisfaisants. En effet, depuis le premier Jurassic World, nous avons eu le droit à une flopée d'hybrides. On en a même eu trop. Cela a commencé en 2015 avec l'Indominus Rex, puis en 2018 avec l'Indoraptor, puis encore en 2021 avec le Scorpius Rex, puis encore en 2022 avec le Spinoceratops, sans parler des hybrides introduits via les jeux Jurassic World Evolution, parmi lesquels on retrouve le Stegoceratops, l'Ankylodocus et enfin le Spinoraptor. Je vous ai également épargné avec le jeu mobile Jurassic World où il est possible de faire des dizaines de croisements pour former une foule d'hybrides. Avec cette surcharge d'hybrides, le public a fait une overdose et a donc rejeté massivement l'idée d'un mutant qui a été vite, trop vite même je l'avoue, été assimilé à un hybride. Quoi qu'il en soit, le fait d'être un mutant ne sauve pas pour autant le T-Rex, qui va s'attirer la frustration des gens qui ne veulent qu'une seule chose, un film Jurassic Park avec comme seule et unique menace des dinosaures bien énervés, en clair un retour à la trilogie originale. Au final, on pourrait presque dire que le vrai problème du T-Rex réside surtout dans la perception qu'ont les gens de la nature des animaux du film. Beaucoup estiment qu'il y a une différence fondamentale entre un dinosaure, un hybride comme l'Indominus Rex, et un mutant comme le T-Rex. Pourquoi ? Eh bien parce que les principes génétiques d'hybridation et de mutation ont été à mon sens mal exploités dans toutes les œuvres Jurassic Park. Les dinosaures ont beau être des hybrides recréés dans une éprouvette, ils restent cependant assimilés à de vrais dinosaures dans le cœur et l'esprit des gens. Ce qui agace une partie de la communauté, on va pas se mentir. Un débat houleux qui montre le mal qui gangrène la licence, Jurassic Park, comme tout film qui se base sur une science, souffre de la dissonance entre le réalisme et la fiction. Et je vous propose que nous prenions l'exemple du Vélociraptor qui à l'image du Dilophosaure est un véritable cas d'école. Dans le film mais aussi le livre, le Vélociraptor mesure 1,80 m de haut, 3 mètres de long et atteint un poids généreux de 200 kg. Dans l'univers de Jurassic Park, ces Vélociraptors ont été bien sûr modifiés avec de l'ADN de grenouille comme ce fut le cas avec beaucoup de dinosaures, leur permettant par la suite de faire muter leurs chromosomes et donc de changer de sexe naturellement. Cependant, on le sait tous maintenant, mais le Vélociraptor de la fiction est bien plus grand que son homologue du Crétacé, en plus d'être totalement dépourvu de plumes qui aujourd'hui le caractérisent. En réalité, le Vélociraptor de Jurassic Park n'a de Vélociraptor que le nom. Toute son architecture est basée sur d'autres droméosauridés du Crétacé, et notamment un certain Deinonychus. Dans la réalité, le Deinonychus est un prédateur du milieu du Crétacé mesurant 3,40 m de long, 1,50 m de haut et à point n'excédant pas les 100 kg, tout en arborant forcément un joli plumage. Lors de la rédaction de son ouvrage et au moment de la création de son Vélociraptor, Crichton avait été en contact avec un paléontologue américain, John Ostrom. John Ostrom a fait toute la lumière sur Deinonychus qui fut longtemps considéré comme un Vélociraptor, le Vélociraptor Antiropus. Crichton a indiqué à Ostrom avoir basé toute l'anatomie et le comportement de ces raptors sur ses observations concernant le Deinonychus, mais décida malgré tout de garder le faux nom pour rendre le dinosaure plus dramatique. Et ce changement a pu être justifié par le fait que les dinosaures ont été modifiés génétiquement. L'exemple que je viens de vous donner montre tout le sérieux et le soin qu'a apporté Crichton pour ces dinosaures qu'il voulait malgré tout un tant soit peu réaliste. Le problème, c'est que ça va carrément à contre-courant de l'idée de monstres clonés et modifiés génétiquement.
Aujourd'hui, beaucoup de fans de la saga s'insurgent de voir le public considérer les créatures comme de vrais animaux alors qu'ils n'en sont pas. Mais en réalité, je vais le dire très franchement, ces gens sont en partie dans l'erreur. Jurassic Park est malgré tout une histoire de dinosaures et de science, même si de vastes libertés ont été prises avec la paléontologie et son fonctionnement. Que ce soit Crichton ou Spielberg, chacun a essayé de rendre crédible cette histoire de science-fiction en essayant d'apporter des faits scientifiques avancés par les savants dans les années 80-90, époque où fut réalisé ce chef-d'œuvre littéraire et cinématographique. D'ailleurs, au cours de la création des différents livres et films, plusieurs paléontologues ont servi de guide offrant leurs connaissances et leur vision sur ces reptiles éteints. Des professionnels très reconnus dans leur domaine comme Jack Horner, consultant scientifique de Spielberg, John Ostrom qui a été cité plus haut, ou encore Steve Broussard pour ce qui concerne la saga Jurassic World. Et c'est sans compter les multiples inspirations scientifiques citées par Michael Crichton lui-même. Ainsi, livres comme films n'ont donc pas hésité à prendre plusieurs partis pris scientifiques que la plupart des non-initiés aux dinosaures n'ont même pas remarqué. C'est le cas par exemple du grand conflit opposant Jack Horner et Robert Baker sur le comportement de prédation du T-Rex. Le premier pensait qu'il était un charognard, tandis que l'autre avançait l'idée d'un prédateur actif. Et justement, dans le troisième film de la trilogie, on nous introduit le T-Rex en train de déchiqueter la carcasse d'un animal mort en pleine putréfaction. Et des théories de ce genre, Jurassic Park en est rempli, comme l'endothermie des Brachiosaurus, la vie en vaste troupeau des Parasaurolophus, la parentalité des tyrannosaures, ou même les rapports sociaux au sein d'un clan de raptors pour ne citer que. En clair, des comportements animaliers rendant les dinosaures du parc cohérents et réalistes, les éloignant de ce fait dans leur vraie nature, celle de monstres recréés en laboratoire. En définitive, les dinosaures ne sont pas perçus comme des monstres génétiques, mais comme de vrais animaux incarnations de la force inéluctable de la vie, qui trouvent toujours le moyen de s'épanouir. Et Jurassic World ne va pas aider en ce sens. Déjà parce qu'on nous présente des animaux plus vrais que nature, comme le Pyroraptor, le Thérézinosaure ou le Quetzalcoatlus, dont les designs sont très proches des représentations paléo-artistiques de ces animaux, elles-mêmes basées sur les conclusions des paléontologues. Mais c'est surtout à cause des pseudo-hybrides que la vraie nature des dinosaures de la première trilogie va s'effacer progressivement. Dans Jurassic World, le premier du nom, on nous présente le soi-disant vrai premier hybride de la saga en la personne du désormais culte Indominus Rex. Mais alors, quelle est la différence entre un dinosaure de Jurassic Park, qui comme on l'a vu est un hybride, et le pseudo-hybride vu à maintes reprises dans la saga Jurassic World? Eh bien, c'est dans la composition génétique que se cache la réponse. D'un côté, nous avons un dinosaure lambda comme le Dilophosaure par exemple, dont la base génétique est constituée d'ADN de Dilophosaure, mélangé avec, comme on l'a vu, de l'ADN de lézard à collerette et de grenouilles venimeuses. De l'autre côté, l'Indominus Rex est composé d'ADN de divers dinosaures, à commencer par celui du Tyrannosaure et du Vélociraptor, qui ont été fusionnés avec de l'ADN d'animaux actuels comme la seiche, le crotal et la grenouille arboricole. Sur le papier, il n'y a aucune différence entre les deux créatures qui ne sont ni plus ni moins que des hybrides au sens génétique du terme. En réalité, la différence vient du nombre d'ADN de dinosaures présents dans l'organisme. Chez le Dilophosaure, il n'y a qu'un seul gène saurien, celui du Dilophosaure classique du Jurassique. Dans l'Indominus Rex, c'est 10 ADN de théropodes qui sont entremêlés, formant ainsi la créature. Du coup, le terme hybride renvoie aux monstres créés à partir de l'ADN de plusieurs dinosaures, tranchant ainsi avec le concept d'hybridation des dinosaures d'InGen. Et c'est par cette seule différence que l'on distingue à tort les dinosaures des pseudo-hybrides. Et vous allez me dire, quid du mutant alors ? Comme on l'a déjà vu, les dinosaures sont autant des hybrides que des mutants. Au final, le terme mutant en ce qui concerne le T-Rex n'est pas à prendre au sens génétique, mais au sens fictionnel. Dans la fiction, notamment chez Marvel, la mutation génétique octroie en général des pouvoirs, mais aussi une métamorphose physique du sujet. Un exemple très simple, celui du Fauve, un des membres importants des X-Men. Dans les comics, le personnage de Hank McCoy possède des super-pouvoirs hérités d'une mutation transmise par son père après que ce dernier soit exposé à une forte dose de radiation durant un accident nucléaire, ce qui a affecté de facto la composition de ses gènes. De ce fait, le Fauve est un mutant au sens génétique du terme. Mais si vous connaissez un peu les X-Men, au départ, Hank McCoy avait une apparence humaine, et ce n'est que bien plus tard qu'il obtient une apparence bestiale après avoir ingéré volontairement un extrait hormonal stimulant ses gènes qui observent une mutation supplémentaire, le métamorphosant à jamais. Cet exemple pourrait largement s'appliquer au T-Rex, un tyrannosaure hybride qui a subi une mutation profonde, peut-être même stimulée par les généticiens d'InGen, le modifiant alors à jamais. En clair, les deux êtres pourraient partager des origines et même des évolutions communes. Et c'est en ça que réside la différence avec les dinosaures, dont la mutation n'est que pur concept biologique, et celle du T-Rex qui répond davantage à la définition fictionnelle du terme mutation. En conclusion, les différences entre les trois types de monstres ne résident pas dans des faits scientifiques, biologiques comme génétiques, mais dans de pures raisons fictives dont le but est de créer du divertissement. Et le problème du T-Rex, et donc par conséquent du prochain film, est celui de la double facette de Jurassic Park qui navigue depuis toujours entre la fiction, le film de monstres, et le réalisme, le film de dinosaures.
Il était prévisible qu'en 2025, après tant de monstres hybrides, il y ait un sentiment de rejet envers cette nouvelle créature non dinosaurienne qui pourtant ne tranche pas vraiment avec la philosophie inhérente à la saga. Je dirais même que c'est bien le contraire. Ce monstre est un témoignage d'écoute envers la fanbase qui souhaite un retour philosophique aux sources de la saga. En clair, il s'agit là d'une mauvaise compréhension qui vient de tous bords, aussi bien des fans absolus de la saga, des amateurs du film d'action et de dinosaures, et bien sûr des créateurs du film. Alors est-ce que mon avis sur le D-Rex a changé par rapport à la dernière vidéo? En vérité, oui un peu, mais pas vraiment. Étant excédé par la vague de pseudo-hybrides qui nous submerge depuis 10 ans maintenant, il est vrai que j'ai rejeté assez durement le D-Rex. Cependant, je dois vous avouer que sa nature de mutant et ses origines peuvent néanmoins donner une bonne légitimité à sa venue dans le film. Les thèmes qui peuvent également l'accompagner pourront sûrement donner un nouveau ton à la franchise, empreint de beaucoup de nostalgie, mais aussi respectueuse du produit de base. Mais le design de la créature reste pour moi un énorme frein. Je n'arrive personnellement pas à prendre la créature au sérieux. Je reste malgré tout très dubitatif sur cette créature et comme je l'ai dit, c'est pour moi à l'heure actuelle le point le plus instable du film. De son utilisation, de son histoire, de ce qu'il amène ou ramène comme concept et thématique dépendra je pense le sort du film. Réponse, le 5 juillet.